Chers téléspectateurs, bienvenue dans Résonance. Pour ce numéro, nous avons accueilli pour vous une femme, une énarque qui a évolué au sein de l'École nationale d'administration avant de continuer son parcours au sein de son administration d'attache. Aujourd'hui, elle évolue dans le secteur de la santé et c'est avec elle que nous allons parler justement de la conception des politiques publiques qui vont nous maintenir en santé. Voici donc pour vous le docteur Dafroza Tezoma Mangaza qui est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Madame Christelle. Bienvenue encore sur ce plateau de Résonance. Merci. C'est un véritable plaisir que d'accueillir une femme qui a littéralement, j'ai envie de dire, bravé vents et marées pour se retrouver au sein de l'École nationale d'administration. Affirmatif. Ça a été difficile de vous y retrouver. Très difficile. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous dire un peu comment a été votre parcours au sein de l'administration? Je m'appelle docteur Dafroza Mangaza comme vous l'aviez dit. Et lorsque j'ai fini ma scolarité, je suis de la 5e promotion de l'ENA. D'abord, les recrutements, ça a été quelque chose de très difficile parce que nous étions à 10 000 et se retrouver parmi les 100 premiers, c'était vraiment quelque chose de pas évident. Alors, lorsque j'ai fini ma scolarité, j'ai été affectée au PNLP, ça veut dire Programme national de lutte contre le paludisme, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Alors, une fois que j'ai été affectée là-bas, on m'a donné comme poste de chef de section diagnostic communautaire. Et à ce niveau, j'ai exercé plusieurs missions, entre autres des missions managériales, parce que mon rôle dans mon administration était entre autres de coordonner, de superviser et de renforcer les capacités des acteurs, des différents acteurs de la santé au niveau périphérique. Donc, dans mes attributions, je participe à des ateliers, j'anime des ateliers. Je conçois de TDR pour des réunions et je participe également à l'élaboration de documents normatifs qui sont utilisés dans tout le pays. Donc, mon rôle principalement, comme je vous ai dit, c'est un rôle managérial de système de santé. Rôle managérial de système de santé, on a compris à peu près. Et donc, on aimerait comprendre, docteur, comment est-ce qu'on conçoit une politique publique de santé? Parce que souvent, on se dit, est-ce que l'État qui gère les hôpitaux? Comment ça se passe en cas de pandémie? Comment est-ce qu'on conçoit une politique nationale de la santé? L'élaboration d'une politique nationale de la santé commence par un diagnostic. Nous commençons par poser le diagnostic du secteur de la santé. Nous arrivons et nous analysons avec les personnes qui sont bénéficiaires de ce que nous allons faire et nous analysons les différents problèmes et ce n'est qu'après avoir diagnostiqué les problèmes que nous arrivons à élaborer les différents besoins et après nous arrivons à élaborer les différents axes stratégiques ainsi que les politiques. J'ai envie de vous poser une question, docteur. Sommes-nous en bonne santé en République démocratique du Congo? Le secteur de la santé a beaucoup de lacunes. Ça, je dois vous l'avouer, le secteur de la santé a beaucoup de lacunes, mais nous sommes en train d'y travailler. Parce que particulièrement, je suis affectée au PNLP et je vois les efforts du gouvernement au travers du PNLP pour pouvoir réduire tant soit peu les différents problèmes que nous rencontrons au niveau du secteur de la santé. Est-ce que vous pouvez un peu essayer d'épingler justement quelques problèmes que vous avez eu à rencontrer et en tant qu'énarque, vous avez pu y apporter votre contribution? D'accord, merci. J'ai dit tout à l'heure que nous avions l'habitude de concevoir des documents normatifs, ça veut dire les documents qui sont utilisés à différents niveaux de la pyramide sanitaire. Alors, lorsque nous y sommes, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective que nous avions appris à l'ENA. Donc, nous sommes dans un atelier, on est à 10, et chacun d'entre nous émet son idée par rapport à ce qui doit être fait. Et je vous assure que n'eût été le parcours de l'ENA, je n'aurais pas été en mesure de le faire. Parce que j'ai un parcours de médecin et souvent, le parcours que j'ai me permet de soigner un malade à l'hôpital. La santé publique est différente de la médecine clinique. Alors, ayant été à l'ENA, j'ai été assez outillée pour être en mesure de parler, de porter ma voix. Parce que lorsque j'étais à l'ENA également, j'ai fait mon stage en Belgique. Et là encore, j'ai vu comment on pouvait travailler en fonction des objectifs et comment on pouvait, parce qu'on maîtrise un domaine, donner son avis. Alors, en tant qu'énarque, lorsque je suis dans le secteur de la santé, lorsque nous concevons les documents dont je vous ai dit, les documents normatifs, mon rôle, justement, c'est de pouvoir parler, de pouvoir donner mon opinion sans tergiverser. Et ça aide, justement, à pouvoir concevoir ces documents-là. Vous avez ressorti deux termes qui, pour le commun de mortels, risquent fort de ne pas se rencontrer. Vous avez parlé de santé publique et vous avez parlé de médecine clinique. Les deux ne font-ils pas partie d'un même ensemble ou bien où se situe la différence? Au fait, les deux sont des domaines complémentaires du système de santé, mais ils se différencient en différents points de vue. Je vais citer des exemples. Par exemple, par rapport au public cible. Dans la médecine clinique, les publics cibles, c'est une personne. Dans la santé publique, les publics cibles, c'est la communauté. C'est une grande population, c'est la communauté.
Une autre différence, c'est au niveau des approches. Dans la médecine clinique, l'approche est thérapeutique et individuelle, c'est-à-dire on soigne le malade. Mais dans la santé publique, l'approche est préventive et collective. Une autre différence, ce sont les professionnels clés de cette médecine. Dans la médecine clinique, on rencontre le médecin, les paramédicaux, c'est-à-dire les laboratoires et autres. Le traditionnel docteur. Voilà, les traditionnels docteurs qui ont blouse blanche. Exactement. Mais dans la santé publique, on rencontre ces médecins qu'on appelle le médecin d'ordinateur, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et dans la santé publique, on retrouve des épidémiologistes, on peut retrouver un informaticien. Et en plus, le lieu de travail en santé publique, ça peut être une ONG. Donc, ça peut forcément ne pas être l'hôpital, mais c'est un lieu de travail. Donc, il y a cette différence-là qui fait que la santé publique a une approche différente et la médecine clinique a une approche différente. Alors, juste une petite question. Est-ce que la santé publique, telle que conçue, influence la médecine clinique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que nous agissons au niveau de la communauté. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Lorsqu'un enfant tombe malade, il part à l'hôpital. D'accord. Lorsqu'il part à l'hôpital, il rencontre le médecin clinicien. Et c'est les cliniciens qui le reçoivent et qui le soignent. Mais regardez ce que le santé publiciste fait. Les santé publicistes commencent par la sensibilisation pour que cet enfant-là, même pas seulement cet enfant-là, mais plusieurs enfants ne tombent pas malades. Il réfléchit, il vote des politiques pour pouvoir aider la communauté entière et non seulement le seul enfant qui est parti à l'hôpital. Donc les santé publicistes réfléchissent en amont, ils créent des stratégies. Par exemple, je vous ai dit que je suis au PNLP, nous réfléchissons, nous avons des stratégies comme les sites de soins communautaires. Ces sites de soins communautaires sont des endroits, des maisons qui sont comme des hôpitaux, où un enfant malade peut venir et se faire soigner. Ça ne se fait pas dans la médecine clinique. C'est parce que nous avons réfléchi et nous avons conçu ces sites de soins communautaires. Donc, les deux médecines sont complémentaires. Il y a un endroit où elles se rencontrent. Chacun a sa partition, joue sa partition, mais nous participons tous dans la bonne santé des individus. Alors, justement, en parlant aussi de la cible, vous avez parlé de la communauté qui est visée dans le cadre de la santé publique. Et souvent, lorsque nous voyons différents panneaux, vous êtes dans le PNLP, donc le Programme national de lutte contre le paludisme, qui, je le rappelle, reste quand même une maladie qui est présente en République démocratique du Congo. Et on voit des messages du genre, en RDC, un enfant meurt chaque seconde par la malaria. J'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à une telle conclusion et doit-on croire que dans une minute où il y a 60 secondes, 60 enfants meurent chaque minute en République démocratique du Congo? Comment on arrive à une telle conclusion, docteur? Eh bien là, je vais reculer pour aller commencer expliquer comment nous faisons pour avoir les données. Exactement. Parce que justement, vous savez, notre pays, la RDC, nous avons la deuxième position. Nous avons la deuxième position par rapport au nombre de cas du paludisme dans l'Afrique subsaharienne. Donc nous venons juste après les Nigérias. Le Nigeria est à 27%, nous sommes à 12%. Donc nous avons une grande quantité de personnes qui meurent et qui souffrent du paludisme dans notre pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau de chaque hôpital, je voudrais vous poser la question de savoir quel est l'hôpital qui est le plus proche de chez vous? Nous avons un centre de santé communautaire à proximité de chez moi. D'accord. Et chez moi, je peux citer un centre hospitalier comme le centre La Borne. Qu'est-ce qui se passe au fait dans les systèmes de santé? Chaque centre hospitalier, qu'il soit privé ou public, recense le nombre de cas qu'il reçoit chaque mois. Première étape. Deuxième étape, la santé, le secteur sanitaire est subdivisé en aires de santé et puis en zones de santé. Donc, à chaque niveau, les hôpitaux qui sont dans une aire de santé donnée, on rassemble, on additionne les nombres de cas qu'ils ont reçus. Et c'est comme ça qu'on arrive à additionner les nombres de cas de la ville de Kinshasa, de la ville de Matadi, et puis de toute la République. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, il y a un chiffre qu'on arrive à obtenir. Ça veut dire, pour notre pays, l'année dernière, c'était 29 millions de cas. Nous avons eu 29 millions de cas des personnes qui ont souffert du paludisme. Alors, vous avez parlé d'une personne qui meurt chaque minute. Un enfant qui meurt chaque minute de paludisme. En RDC, la population d'enfants de moins de 5 ans est de 18%. Alors, le nombre de décès, en 2024, environnait 21 000. D'accord? Ça, c'est le nombre de décès. Or, les enfants sont les personnes qui payent le plus lourd tribut du paludisme. Ils représentent 70%. Sur le 21 000, enlever 70%, ce sont les enfants. Alors, comment on arrive à un enfant par seconde? On prend le pourcentage qu'on va trouver après avoir de 21 000, on sort le 70%. D'accord, les 70%. Admettons que c'est 18 000. Je suis en train d'extrapoler parce que je n'ai pas la calculatrice. Admettons que c'est 18 000. De ces 18 000, on sait que les 18 000, c'est le nombre d'enfants par année.
Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le nombre, ces 18 000, on divise par 12 pour trouver le nombre d'enfants qui meurent par mois. Une fois qu'on a trouvé le nombre d'enfants qui meurent par mois, on veut trouver le nombre d'enfants qui meurent par jour, on divise par 30, parce que dans un mois, il y a 30 jours. Et là, on a trouvé le nombre d'enfants qui meurent chaque jour. Et nous savons que dans une journée, nous avons 24. Ce sont des moyennes. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on va descendre et on arrive à ces chiffres que vous avez dit, un enfant par seconde. Mais ce qui étonne les communs de mortels, c'est quoi? C'est que quand tu es chez toi à la maison, tu te dis, bon, j'ai pas vu un enfant mourir dans mon quartier. Comment ça se fait? C'est pas tout le monde qui se rend à l'hôpital. Je vous ai dit que ces données sont recensées dans les hôpitaux. Et c'est comme ça que le commun de la population n'est pas au courant que chaque seconde, il y a un enfant qui meurt. Mais ce sont nos chiffres exacts. Et ça, ce sont nous, les médecins santé publicistes, qui sommes au courant de ces réalités. Parce que nous avons les données sous nos yeux. Voilà. Et à part, donc vous êtes dans le PNLP essentiellement, donc pour le paludisme, mais souvent nous entendons parler aussi des vagues épidémiologistes comme Ebola par exemple, et qui souvent survient en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, docteur, quelles sont les réponses d'urgence qui sont adaptées pour ce genre de situation? Ah, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a une équipe qui descend pour aller vérifier. Parce que ça commence d'abord, la population lance une alerte. Elle lance l'information qu'il y a un problème et il y a une équipe multidisciplinaire. Je vous ai dit qu'en santé publique, ce n'est pas seulement le médecin. Ce n'est pas seulement le médecin en blouse blanche qui travaille. D'ailleurs, les médecins en blouse blanche sont des gens que nous venons souvent former ou apprendre comment nous allons riposter. Donc, il y a une équipe multidisciplinaire qui descend et dans cette équipe, il y aura et des informaticiens et des santé publicistes et des épidémiologistes. Donc, c'est une équipe cosmopolite qui descend pour enquêter. Il y a des enquêtes qui sont faites. Parce qu'en santé publique, on répond à 3 questions, si pas 4. Où, quand, comment et auprès de qui? Ce sont ces 4 questions qui feront que l'enquête puisse être menée. Et une fois qu'on se rend compte de l'étendue du mal, et c'est alors qu'on commence à mettre de stratégies pour pouvoir réagir face à ce problème que l'on rencontre. Alors, docteur Dafroza, aujourd'hui, vous évoluez au sein de l'administration publique. J'ai envie de dire que vous vous êtes quelque peu éloigné de la clinique. Est-ce qu'un médecin santé publiciste peut encore reprendre sa blouse blanche dans une clinique, dans un hôpital traditionnel? Au départ, un médecin santé publiciste est d'abord médecin clinicien. Parce que lorsque nous étudions en médecine, la dernière année, nous appelons ça année de stage et c'est là que nous sommes en contact avec les malades. Et une fois que tu as fait cela, ça s'oublie difficilement. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis plus dans la clinique, mais je soigne mes enfants. J'oriente des contacts qui m'appellent quand ils ont des problèmes de santé. Alors, vous me posez la question de savoir si je peux regagner la médecine clinique. Je dirais peut-être. Parce que j'avoue qu'avec la santé publique, j'ai l'impression que c'est pas une impression, mais le santé publiciste a un regard plus large par rapport à la santé. Et ça, pour rien au monde, je pourrais abandonner cela. Mais de temps en temps, je peux donner des conseils. Mais je pense pas que je rentre à l'hôpital avec une blouse blanche en train de les consulter. Je m'ennuierais. Je m'ennuierais. Alors, on est déjà en train d'atterrir au regard de votre magnifique parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire votre citation préférée ou votre maître à penser? Ma citation préférée, c'est « Les pessimistes se plaignent du vent, les optimistes ajustent les voiles et le leader navigue à contre-courant. » Voilà, c'est ça ma citation préférée. C'est vraiment profond. Merci infiniment, docteur Dafroza, pour votre temps et surtout pour nous avoir apporté justement cette lumière qui, je l'espère, aura permis à nos téléspectateurs de comprendre un peu mieux comment est construit le système de santé en République démocratique du Congo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Résonance. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.